Bonjour à vous, mes chers internautes. Mai 1940, cette date terrible de notre histoire résonne dans notre esprit comme la défaite en métropole de la France lors du deuxième conflit mondial. La France, grand vainqueur de 1918, auréolé de prestige et de gloire, s'effondre militairement en quelques semaines. Comment expliquer un désastre d'une telle ampleur? L'humiliation est trop forte pour se dispenser de rechercher les coupables. Et si la France avait été trahie? Je vous propose, dans cette vidéo, de vous dévoiler les raisons de l'échec de la France. C'est parti. Commençons par le commencement. Qui conduit la guerre? Le commandement militaire. Oui, certes, mais qui lui donne les moyens de se battre? Le gouvernement. Parlons un peu du régime politique né de la défaite de 1870 et mort dans la défaite en 1940, la Troisième République. La Troisième République est le fruit de loi constitutionnelle de 1875. Initialement, il s'agit d'un régime parlementaire équilibré qui va devenir dans la pratique un régime d'assemblée. Tout gouvernement doit être investi et aucun ne peut se maintenir sans majorité. Or, le système de scrutin favorise une grande représentativité du corps électoral et la France étant très hétérogène politiquement, aucune majorité absolue ne se dégage. Ce faisant, le choix des ministres se fait plus par calcul d'alliance que par compétence. Le bilan est terrible. De 1870 à 1940, il y a eu plus de 104 gouvernements, soit en moyenne un gouvernement tous les 8 mois. Pire encore, de 1919 à 1940, on totalise 44 gouvernements, soit un gouvernement chaque 6 mois. Les hommes politiques sont transformés, pour une partie d'entre eux, en entrepreneurs de la politique et experts en politique politicienne. Ils semblent plus préoccupés et occupés à négocier un ministère plutôt qu'à s'occuper du bien commun. Toute ressemblance à une époque d'actualité est fortuite, et dire que nous sommes actuellement en train de vivre un remake vers ce type de régime politique. Passons. Néanmoins, si les gouvernements changent, les ministres demeurent. Un exemple frappant, Aristide Briand, qui va occuper différents postes de 1902 à 1936, que ce soit en tant que président du Conseil, équivalent de Premier ministre, ministre et surtout ministre des Affaires étrangères. Daladier, l'homme des accords de Munich, sera ministre de la Défense de 1936 à 1940, malgré plusieurs remaniements. Il y a en réalité une relative continuité d'une action politique qui sait s'appuyer, parfois, sur l'expertise professionnelle. Ainsi, en 1939, Daladier va nommer un grand chef d'entreprise, Raoul Dautry, pour mobiliser l'industrie. Le gouvernement va se doter d'outils pour accélérer l'action et contraindre le Parlement avec notamment le décret-loi. Qu'est-ce que le décret-loi? Il est hérité de la Première Guerre mondiale et il autorise le gouvernement à mettre en œuvre des mesures économiques, financières, militaires qui ne seront discutées que 6 mois plus tard par la Chambre des députés. Le constat est terrible. Malgré un système institutionnel défaillant, les gouvernements ont des moyens d'agir à condition que les décideurs prennent les bonnes décisions. Les choix faits par les politiciens, ces tacticiens dépourvus de vision stratégique, comme dirait Olivier Dard, conduisent la France au désastre. Par exemple, Daladier à Munich en 1938 sans le drame à venir. Et pourtant, il recule face aux pacifistes, face aux personnes cherchant l'apaisement avec Hitler et face aux militaires timorés. Au lendemain de Munich, il obtient un sursaut national et valide une stratégie de montée en puissance de l'industrie et de l'armée pour se préparer au choc à venir, inévitable, face aux Allemands. Trop peu, trop tard. Pensez-vous comme moi qu'il s'agit de la raison principale de la défaite de 1940? Venons-en au responsable militaire, le commandement. Le commandant en chef des armées françaises, le généralissime Gamelin, porte une part de responsabilité majeure dans la défaite. Il reste sourd à la critique, rigide. Dès lors qu'une offensive allemande majeure va être détectée, il va rejeter l'évidence de la masse blindée allemande dans les Ardennes. Plus largement, l'armée française de cette époque manque cruellement d'authentiques chefs de guerre, de personnalités capables d'impulser une prise de décision rapide en période de crise. Gamelin et le commandement militaire français doivent prendre des décisions qui sont souvent soumises à des considérations autres, comme prouver aux Belges qu'on ne les abandonne pas, ou encore couvrir les abords de l'Angleterre, ou encore privilégier une approche défensive du conflit à cause du traumatisme de la Première Guerre mondiale. S'ajoute à cela le processus de fossilisation de l'armée française entamé dès 1918 qui s'explique par le conservatisme de ses vieux chefs. On pense en particulier au maréchal Pétain qui préfacera le livre du général Chauvinot en 1938, lequel indiquera qu'une nouvelle percée allemande est impossible grâce à la ligne Maginot. On est encore dans l'idée de la supériorité défensive sur l'attaque, idée héritée de la Première Guerre mondiale, sauf que la technique militaire a légèrement évolué depuis. Ce processus de fossilisation de l'armée française fut à la fois matériel et moral. Ne pas oublier que l'armée française est la meilleure du monde en 1918 et qu'elle va subir de lourdes coupes budgétaires. Matériellement, la France ne va réarmer véritablement qu'à partir de 1935. Moralement,
Après la publication du livre Vers l'armée de métier d'un certain lieutenant-colonel de Gaulle en 1935, on impose une autorisation d'imprimer à tout livre ou publication d'un militaire. Une véritable défaite de la pensée. Une défaite contre l'intelligence, vu que la liberté de penser la guerre à venir est fondamentale. L'absence de réflexion militaire libre fut une cause de la défaite de 1870 et est aussi une cause de la défaite de 1940. C'est pourquoi le commandement militaire français est responsable. Rien n'empêchait celui-ci de s'approprier les thèses d'un De Gaulle sur l'emploi massif des forces blindées, de les évaluer, de les tester, puis d'imposer ses vues aux décideurs politiques pour orienter l'appareil de production industrielle militaire dans le sens voulu. Pour autant, si notre commandement a sa part de responsabilité et que les généraux furent dépassés, nombreux sont ceux qui ont vaillamment combattu. On en compte 13, tués dans des conditions qui n'ont rien d'une débandade et tout de la lutte active. Malheureusement, le tout sera insuffisant. Trop d'erreurs militaires non corrigées à temps, une offensive allemande audacieuse dans la forêt des Ardennes impulsée par un Hitler entreprenant et réalisée par des militaires allemands compétents auront eu raison d'une armée française dont les meilleures unités étaient en Belgique et Hollande, tandis que les troupes françaises réservistes, moins bien équipées et moins bien entraînées, se voyaient affronter des masses de blindés. Puis vient le coup de faucille. Le sauvetage de l'armée anglaise à Dunkerque et le sabordage politique quelques jours plus tard. Je viens de vous parler de nos alliés anglais, qui nous ont aidés suffisamment ou pas. Les autres grands pays n'ont pas également une part de responsabilité dans cette défaite? N'aurait-il pas dû soutenir la France plus tôt, avant même l'année 1939? Hitler n'en était pas à sa première démonstration de force. Comme le disait fort justement l'historien André Martel, et ça me fait mal au cœur de vous lire ces quelques mots, je cite: « Depuis 1871, la France sait ne plus pouvoir résister seule à l'Allemagne. » Fin de citation. Décryptons. Dans cette guerre, l'Allemagne est une puissance trop imposante pour que la France puisse la contrer seule. Ce faisant, la politique étrangère française, pour se prémunir de cet encombrant voisin, visera à trouver des alliés fiables et suffisamment puissants de peur de se retrouver seule face à la bête germanique. Après la Première Guerre mondiale, qui fut gagnée grâce à l'aide des alliés anglais, américains et italiens, la France est saignée. Exemple, traumatisée du coût humain de la guerre, ayant toute une partie des territoires à reconstruire, souffrant d'un problème démographique vu que plus d'1,4 million de jeunes hommes en âge de procréer manquent à l'appel, les dirigeants veulent miser sur des alliances avec des pays européens pour s'assurer de conserver la paix sur le continent. De ce fait, la France était peut-être trop dépendante de Londres. A-t-elle été abandonnée par ses alliés comme la Tchécoslovaquie en 1938? Primo, la Belgique, la Hollande, la Suisse ont décidé de rester neutres. Pas d'alliance défensive avec la France. Les États-Unis restent repliés sur eux-mêmes. Il reste l'alliance britannique, mais la conception stratégique commune laisse aux Français le soin d'assurer la défense continentale pendant que les Anglais s'occupent des mers. Problème, la France avait besoin de plus de divisions terrestres et donc d'Anglois pour assurer sa défense, face à une Allemagne disposant de plus nombreuses divisions au total. Or, les Anglais rencontrent des problèmes similaires à la France. Base industrielle trop faible pour une montée en puissance rapide, manque de volonté politique aussi. Churchill ne deviendra Premier ministre qu'à partir du 10 mai 1940 et son prédécesseur, Neville Chamberlain, aux affaires depuis 1937, a pratiqué l'odieuse politique de l'apaisement qui a eu pour conséquence de dérouler un tapis rouge à Hitler. Revenons à l'aide anglaise. En avril 1915, après quelques mois de conflit, les Anglais avaient déjà envoyé 26 divisions en tout. En mai 1940, en prenant en compte un délai comparable, il n'y en a que 10. C'est peu, trop peu. Notre cher Gamelin comptait trop sur les Alliés pour rééquilibrer le match et de ce fait adopte un dispositif avec 22 divisions belges, ce qui donnera le risqué plan d'Île, et 10 divisions hollandaises, qui donnera la variante intitulée Breda. Sur le papier, avant le choc frontal, le 1er mai 1940, les franco-britanniques belgeo-bataves, c'est-à-dire tous nos alliés, disposent de 112 divisions contre 114 côté allemand. La vérité du terrain va fissurer rapidement la solidarité alliée. Capitulation hollandaise en 4 jours, défection belge en 18 jours, évacuation britannique avec notamment le célèbre épisode de Dunkerque où nous allons leur permettre de sauver leur principale armée. La Royal Air Force peu employée, les Américains aux abonnés absents. Et encore, je me suis concentré sur la responsabilité alliée un peu avant et au début de la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains et Anglais ont eu aussi leur part de responsabilité sur le moyen terme. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Quel est le facteur principal de la défaite selon vous? Les militaires, les démocraties alliées, la Troisième République, un peu des trois? Si vous deviez hiérarchiser entre ces trois raisons que j'ai explicitées, quel serait le classement?
J'attends vos commentaires. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre le petit pouce bleu, à liker. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!